Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on part ce coup-ci sur le jeu Iratus Lord of the Dead, un roguelite à la manière de Darkest Dungeon. Le jeu a d'ailleurs été énormément comparé à ce dernier, et il y a une bonne raison à ça, c'est que le jeu y ressemble effectivement beaucoup. On a vraiment l'impression que les gars qui ont fait Iratus ont joué à Darkest Dungeon, ont adoré et se sont dit « Oh, on a envie de faire un truc pareil » et voilà, et ça a donné Iratus. Et pour répondre très rapidement à la question, oui, Iratus est moins bien que Darkest Dungeon. Très clairement, au niveau de la finition, au niveau un peu du gameplay, tout ça, voilà, on est un cran en dessous, très légèrement, mais je dois avouer que j'ai trouvé 2-3 bonnes idées qui sont plutôt agréables, donc voilà, on va voir ça ensemble, on va commencer une partie, et ça va me permettre de un peu vous montrer les différentes phases de gameplay et aussi pour vous aider, pour ceux qui voudraient se lancer dessus, parce que le jeu n'est pas mauvais pour autant, très clairement. Donc voilà, quelques idées, quelques astuces comme on a l'habitude de le faire. Donc là, on va voir, il y a déjà un niveau de difficulté. Donc alors, le tutoriel et qu'on a là ici, on peut finir le mode en tutoriel, c'est vraiment très simple, ça n'a aucun intérêt. On commence déjà à entrevoir quelque chose de bien avec ce mode là que j'ai terminé. La fin est un petit peu hard déjà, donc voilà, il y a quelques optimisations à faire, etc. Donc plutôt bien, et je pense qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec ce mode là, sachant qu'à mon avis celui-là c'est vraiment le mode hardcore. Allez, c'est parti. Ok, alors on arrive avec notre hub central ici, on a notre méchant monsieur, là c'est nous qui commandons nos armées, et donc voilà, on joue dans Iratus les méchants, c'est une bonne trouvaille, c'est une bonne idée, et on a les mécaniques de gameplay typiquement des méchants, on a le stress qu'on retrouvait avant pour Darkest Dungeon, etc. On a aussi le fait que nos petits bonhommes ne se heal quasiment pas du tout, mais vraiment il y a très peu de compétences, et souvent ça rajoute un malus ou des trucs de ce genre là, donc c'est un peu spécial. Donc voilà, on a nos petits bonhommes. Alors déjà, comment avoir on va dire des squelettes, des morts vivants en plus? C'est grâce à la création qu'on a ici. On a tout un tas d'objets, etc. Là on voit, alors au début vous aurez pas tout ça, il se débloque au fur et à mesure, voilà, qu'on fait en fonction si vous faites des dégâts aux serviteurs, des dégâts de stress, des dégâts magiques, ce genre de choses, ça augmente. Certains ont des trucs un peu spéciaux pour les avoir, notamment les vampires, mais voilà, au début vous êtes assez limité, et petit à petit vous en aurez de plus en plus, et donc à chaque fois en fait il faut récupérer des morceaux, donc poussière, os, viande, squelette, etc. Vous les récupérez en combattant et vous pouvez créer vos nouveaux avatars. Le but n'est pas, comme avec Darkest Dungeon, de remplir vraiment son board et d'avoir différents groupes et tout ça. Je conseille plutôt de se concentrer sur un groupe, d'avoir quelques alternatifs qui vont permettre de changer en fonction, et puis si vous avez pris des dégâts, forcément vos serviteurs seront pas disponibles tout de suite, donc il faudra les changer pour les soigner, mais globalement voilà, 4 c'est bien, donc voilà, 8 maximum, et limite vous allez prendre ceux en double. Souvent vous aurez 2 équipes en double et juste interchanger, voilà, quand vous avez besoin. Alors pour commencer, donc déjà, Chevalier Noir, très important, c'est votre tank de base. Pour moi, dans la partie que j'ai fait, très clairement, en fin de game, il perd beaucoup de son utilité, parce que là, actuellement, au début, il a des très bonnes stats de tank, et il fait quand même des dégâts, donc il va nous être utile. Mais si vous voulez améliorer les stats de tank, sur la fin de game, il va plus faire aucun dégât, donc du coup,
voilà, on va perdre de son utilité, on va sûrement le remplacer après, mais en tout cas en début de partie, si vous voulez un personnage stable, le chevalier noir est très bien. Le deuxième personnage qu'on va garder, c'est l'épouse d'Iratus, qui est une archère qui reste éloignée, donc forcément mais qui a certaines capacités spéciales, notamment une qui est celle-ci, donc c'est une attaque de stress, et ce qui est très important, c'est qu'elle interrompt les postures. On verra les postures après, c'est une mécanique de gameplay qui est un peu spécifique, qui est dans tous les jeux en fait, mais qui a été un peu affinée dans celui-là. Il est très important de pouvoir enlever ces postures, et c'est quasiment la seule compétence qu'il fait. On en a 2-3, on a le squelette par exemple qui peut le faire, mais voilà, c'est seulement quand il est à l'arrière et qu'il va se retrouver devant, donc il faut déjà qu'il soit à l'arrière, alors que le squelette on va vouloir qu'il soit devant plutôt, donc voilà, c'est un peu spécial. Donc l'épouse d'Iratus, on va la garder, elle va potentiellement régulièrement mourir, malheureusement, parce qu'elle est assez fragile. On va voir comment améliorer la défense et tout derrière, mais voilà. Ensuite, là, on va changer. Je vais me créer une autre créature, c'est le loup-garou. Le loup-garou est vraiment, je trouve, énorme en termes de dégâts. Il est assez tanky, il a beaucoup de PV, il n'a pas de stats défensives, mais il a beaucoup de PV. Et c'est l'un des seuls qui se régénère. En fait, en début de tour, il va se régénérer un peu de vie, donc ça va être... Enfin, c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment bien, et il a des compétences qui font vraiment extrêmement mal. Extrêmement mal, donc voilà, c'est notre gros... Enfin, pour moi, dans la partie que j'ai fait, c'était vraiment gros damage dealer, voilà, donc, hop, on remplit, on en crée un, et on le met en deuxième, voire en premier, parce qu'il a une compétence spécifique, qui est utilisé seulement en premier et qui va être souvent utile plutôt en late game, qui va notamment enlever l'armure et les résistances magiques. Au début de partie, on s'en fiche un peu, mais assez rapidement, voilà, vous allez avoir alors pas des monstres, mais des humains pour le coup, qui ont beaucoup d'armure, donc du coup, faut faire des attaques magiques ou l'inverse, etc. Et souvent, on veut les enlever histoire de pas se prendre la tête. Ensuite, avec tout ça, on a un tank, on a un attaquant à distance, on a un gros damage dealer. Ce qu'il nous faut, c'est une créature qui va faire potentiellement des attaques magiques et du stress. Sachant que du stress, on en a déjà avec l'épouse et le chevalier noir, mais on veut un truc un peu plus spécifique. Vous pouvez partir potentiellement sur la Banshee, mais le petit souci, c'est elle va faire uniquement du stress et un peu de soutien. Et on veut pouvoir avoir quelqu'un qui fait des dégâts magiques, au moins de temps en temps, et juste des dégâts, parce qu'en fait, pareil, on a certains mobs, vous voulez pas leur faire des attaques de stress, vous voulez leur faire des dégâts tout court, et donc du coup, pour les dégâts magiques supplémentaires, on a le spectre, qui a juste cette attaque-là, qui va permettre de faire des dégâts magiques, et en plus sur n'importe quelle cible, dans n'importe quelle position, donc on aime beaucoup. Et le reste, effectivement, c'est des dégâts de stress, avec la possibilité aussi de dissimuler l'un de nos alliés, ce qui peut être utile. Comme je vous ai dit, on peut pas se heal, donc de temps en temps on a envie qu'il esquive les coups, et donc voilà, c'est mon équipe type à moi. Rapidement, ensuite, le chevalier noir, je vais le changer assez rapidement pour un chasseur sans tête qui, pareil, fait beaucoup de dégâts, mais qui a des compétences qui vont être un peu aléatoires, etc., mais qui reste quand même un très bon damage dealer. Alors, hop, le pape fait signer. Je le fais. Espérons ne pas avoir raté. Et voilà, ça c'est mon équipe type, en tout cas de début de partie, que je vous conseille fortement. Alors, pour toutes les compétences, etc., je ferai une vidéo spécifique dessus. Donc voilà, vous prenez pas la tête. On va commencer à rejouer assez rapidement quand même. Donc, mais voilà, c'est mon équipe. Ensuite, on a l'alchimie qui est ici, qui est un peu spécial, qui va vous permettre entre deux combats soit de gagner du mana, on expliquera l'utilisation juste après, soit de regagner de la vitalité pour vos alliés, voilà, pour leur donner de la vie tout simplement. Et ensuite vous pouvez, voilà, comment dire,
c'est vous avez vos objets ici, si vous en avez 3 du même type, vous pouvez faire certaines choses avec l'alchimie. Moi je l'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai que sur la fin de partie, par exemple, on a beaucoup d'objets parce qu'on va en récupérer pas mal, et en fait, si on met 3 os ensemble et qu'on fait une extraction, bah ça va nous permettre d'avoir une petite réduction, un objet qui va réduire les dégâts, qu'on peut ensuite mettre ici sur les emplacements là, pour nos créatures, et leur donner des bonus, tout simplement. Chose qu'on a ici, là, donc ça c'est des trucs de qualité grise, on s'en fiche. Il y a des objets de meilleure qualité qui vont donner des stats supplémentaires aux monstres, à nos monstres. On peut augmenter voilà, nos objets et donner des stats du coup en échange de pièces. Ces pièces, on les récupère en faisant des combats. Donc oui, j'ai pas parlé, l'un des changements par rapport à Darkest Dungeon, et l'une des bonnes idées je trouve, c'est que la façon d'évoluer ces créatures change. En fait elles vont monter de niveau, de pas mal de niveaux même, et au fur et à mesure qu'elles montent de niveau, on peut déjà améliorer ses compétences pour les changer d'une façon ou d'une autre. Globalement ici on voit que c'est une attaque qui donne 2 coups, soit elle fait exactement la même chose avec les mêmes dégâts, mais on est sûr qu'elle rate jamais, soit elle fait exactement la même chose, mais avec plus de dégâts. Donc voilà, on a toujours ces petits choix comme ça qui sont agréables. Je trouve que c'est une bonne chose, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est les stats. C'est un truc tout con, depuis voilà, des Diablo 2 et même avant, voilà, ça fonctionnait comme ça, et j'aime beaucoup le fait que quand un monstre monte de niveau, en fait on va décider où est-ce qu'on veut l'améliorer, si on veut qu'il soit plus tanky, plus de dégâts, ce genre de choses. Et il y a quelque chose qui est vraiment bien, on le voit ici avec le spectre. C'est une mécanique qui est dans le jeu, qui a été rajoutée pour ce jeu par rapport à Darkest Dungeon. C'est le principe de parade et d'hospice. En fait, les mobs qui ont ça vont annuler un coup, et en fait on avait déjà ça dans Darkest Dungeon, mais avec un DLC, c'était la chasseuse avec ses serpents, je me souviens plus de son nom, qui pouvait se mettre une espèce de bouclier qui allait absorber 2 coups. Et ben là c'est une mécanique extrêmement importante dans le jeu, les mobs adverses vont en avoir pas mal, et donc du coup toutes les capacités qui vont pouvoir enlever ces parades et ces hospices vont être très importants, et nous quand on augmente nos personnages, on aime bien leur donner du coup ce genre de choses, même si on voit que ça demande beaucoup de points. Donc voilà, en début on le fait pas trop, mais si jamais on a un de nos personnages qui meurt, on en recrée un autre, on peut le faire monter de niveau directement, on va le voir ça après, on n'en a pas ici mais c'est avec les cervelles. En gros quand vous créez un personnage, quand vous perdez un personnage niveau par exemple 30, vous avez une forte probabilité, en tout cas dans le niveau de difficulté avant, de récupérer un cerveau qui va être niveau 26-27. Et du coup vous mettez ce cerveau sur votre personnage et il monte directement au niveau 26 et il a du coup tout un tas de stats qu'il récupère, et hop, on peut les donner directement, donc c'est là qu'on va donner les auspices, les parades le plus souvent. Alors, donc voilà, on a vu les personnages, les artefacts, donc là on a notre petit monsieur là, le personnage principal, on va pouvoir l'équiper d'artefacts qui vont juste donner des pouvoirs, buffer nos serviteurs, ou donner un debuff sur les ennemis, et tout ça, c'est le truc assez classique. Les artefacts, pareil, on les récupère en combattant, ou dans les nécropoles qu'on va voir un peu après. Les talents, parce que ça c'est la petite différence aussi, votre personnage peut potentiellement jouer pendant le tour, pendant que vous combattez vos ennemis, si on lui donne les talents qu'il faut pour. Alors on a des talents qui vont donner simplement des passifs à nos alliés, et on en a d'autres où par exemple on va leur donner de la hâte, où on va faire des dégâts aux mobs ennemis, on va enlever des bonus ou en mettre, ou des malus, etc. Donc voilà, et du coup vous avez une barre de mana qui bien sûr ne va pas se remettre à 100% entre chaque combat, donc il va falloir la gérer pour savoir, ah bon bah je vais bientôt avoir un combat difficile, donc je garde ma mana, etc. Et donc voilà. On a parlé du mana, on peut aussi parler de la rage,
qu'on va voir après en combattant. La rage, on voit ici, les serviteurs ont des compétences ultimes qui demandent de la rage. On va voir ça pendant le combat. Alors, les talents, l'humanorium, bon, ça c'est, on récupère des informations, c'est le bestiaire. Et ensuite vous avez votre nécropole avec vos bâtiments. Alors c'est tout simple, hein. Pour créer un bâtiment il vous faut des pièces et aussi un serviteur, on va dire à sacrifier d'une certaine façon pour pouvoir récolter. Alors l'arène va vous permettre de donner de l'XP à vos serviteurs pendant que d'autres combattent. La morgue permet de redonner de la vie. On voit là c'est que 50%, c'était 75% dans l'autre mode de difficulté, plus facile. Ici, la statue va nous permettre de récupérer du mana régulièrement. L'excavation, c'est pour récupérer des objets qu'on a vus là, les os, etc. La demeure de rage, assez important. Qui permet de donner de la rage dès le début du combat, donc potentiellement de faire des compétences ultimes beaucoup plus vite. Le lac mort qui permet de récupérer des artefacts pour les faire équiper sur Iratus. L'obélisque, ça c'est ce qu'on va vouloir forcément améliorer un peu au début parce que c'est ce qui donne des pièces régulièrement, donc forcément si on commence par ça, ensuite on a plus de pièces pour faire les autres bâtiments, même si globalement on aime bien avoir un rang dans chaque au début et ensuite on va augmenter l'obélisque. Et la bibliothèque qui permet de donner de l'expérience à Iratus, assez important aussi, on veut que Iratus monte de niveau parce que plus il monte de niveau, plus il fait de dégâts et voilà, et ça nous aide beaucoup. Alors, le talent, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? On aimerait bien quelque chose qui nous buffe un peu. Soit qui nous buffe, soit... Tiens, un petit pouvoir là, ça coûte que 9 de... ça augmente que 9 de mana. Voilà, c'est un petit pouvoir qu'on va pouvoir utiliser sur des mobs, ce sera très bien. Et ensuite on va souvent aller chercher les trucs voilà, qui vont donner des buffs à nos serviteurs et voilà. Et ensuite plutôt les pouvoirs de dégâts, parce que forcément les gros pouvoirs de dégâts et tout ça, c'est une petite aide, mais ça consomme très vite beaucoup de mana, et donc voilà, Iratus fait une petite aide pour ses serviteurs, mais c'est les serviteurs qui font le gros du boulot, hein. Ça c'est clair et net. Bon, on va pouvoir commencer, on va aller au donjon, donc on a 5 étages, chaque étage est extrêmement grand, on va le voir, en fait il va falloir remonter tout ça, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est assez long, c'est pour ça que je vais pas faire une grosse vidéo, une grosse série de vidéos où je vais tout vous montrer, mais voilà, au moins vous montrer un petit peu comment ça se passe, etc. Alors, on sélectionne notre équipe de combat, on va faire notre premier combat, et c'est parti. Alors, je commence avec 100 de mana, on voit que pour du mana, je peux déplacer un serviteur ou attaquer, parce que j'ai pris le petit talent qui va bien. Alors, on commence par le loup-garou. Le loup-garou, il est bien, il a beaucoup d'initiatives, donc il va souvent commencer en premier. Quelque chose qui fait très mal, hop, c'est ça. Il attaque derrière et il va faire beaucoup de dégâts. On enchaîne, on va se buffer avec l'épouse. Alors là, soit on peut faire une attaque de stress, soit une attaque de dégâts. On va faire une attaque de dégâts, essayer de finir lui assez rapidement. Là, il nous met un malus, moins 30 de précision. Ok, on se prend un coup critique dès le début. Alors là, justement, lui, il a donc 2 parades. Donc si je l'attaque au corps à corps avec des attaques physiques, les parades vont prendre à la place, donc on ne lui fera rien du tout. Ce qu'on va faire avec lui, c'est hop, mettre un peu de stress. Même si on va pas forcément les tuer avec du stress,
ils peuvent potentiellement assez rapidement, tout est relatif, rentrer en état de démence. C'était vraiment dans Darkest Dungeon, c'était l'état soit déprimé, soit agressif, paranoïaque, ce genre de choses, et donc du coup soit attaquer ses alliés, ou alors il fait moins de dégâts, il a moins de précision, etc. Voilà, c'est tout pareil, sauf que du coup là, ce coup-ci, on est dans l'autre camp. Alors lui, on veut le finir. Et on rate, parce qu'il avait le malus de moins 30 de précision. On a vu, hop, le loup-garou, il reprend un coup critique, c'est vraiment dommage. Hop, lui, on le finit. Donc je sais pas si vous avez vu, on a le tour, voilà, l'agencement du tour, qui est au-dessus, qui est bien visible pour le coup. Ça, y a pas de souci. Nous, on va continuer. Hop. On va faire ça. Alors là, on commence à avoir beaucoup de rage. Donc, on va faire une compétence ultime. Donc là, on va tout utiliser. En gros, ça permet au loup-garou de jouer 2 fois. Donc là, ça sera qu'une seule fois parce que c'est le premier tour. Mais au tour prochain, il jouera 2 fois. Alors, inflige 25 de dégâts, il en a 75, 67, on fait toujours nos calculs, ça va pas être suffisant. Par contre, lui, je peux peut-être essayer de le stresser pas mal, voilà. Donc là, il rentre en démence, donc 75% de chance d'attaquer un allié, c'est pas toujours ça. Et il y a aussi la fuite, on voit ici chaque... mob a une chance potentielle de fuite qui bien sûr va augmenter avec le stress et on va gagner de l'XP pour ce mob, il va juste partir et on est très bien. Du coup là on sait qu'on a juste à finir lui. Un truc qui est bien avec le spec, donc déjà on voit qu'il a 2 parades et 2 auspices dès le début, mais aussi, il a aussi énormément d'évasion. C'est le truc qui est là. Et donc il est rarement touché. Donc là, hop, lui on veut le finir, on va faire une attaque magique plutôt que lui faire une attaque de stress. Hop, lui il se soigne, on est content. Du coup, pour le plaisir, on peut attaquer. On voit les compétences qui attaquent 2 fois, s'il y a 2 parades et qu'elles touchent, ça enlève les 2 parades. Donc c'est aussi une bonne chose. Il va même pas avoir le temps de fuir. Et voilà. Oula, on veut essayer que les mobs finissent le plus full vie. C'est le plus important. On veut garder tout le temps la même équipe, que ça soit la même équipe, les mêmes personnages qui prennent l'XP et qui montent énormément. Alors, le loup-garou... c'est potentiellement un peu dangereux de le laisser comme ça, hop. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va le mettre à la morgue. On veut notre obélisque, donc hop. On va se créer un petit spectre. Et du coup... La pierre froide et taillée de l'obélisque. Hop, on va mettre le squelette qui est ici. De nombreux monuments anciens furent bâtis. Le zombie, j'en ai pas parlé, c'est un attaquant à distance globalement. Et il a une compétence qui est plutôt sympa. C'est celle-là en fait où il va attaquer plein de fois des ennemis aléatoires, ce qui potentiellement sur des ennemis qui ont des parades justement, comme c'est plein de petits coups, ça va enlever quasiment toutes les parades, donc c'est plutôt cool. Il est pas négligeable non plus. Globalement voilà, moi je vous ai montré une compo, voilà, vous pouvez changer certains trucs et tout, si vous avez une façon de jouer qui est un peu plus différente, clairement ça marche très très bien. Je ferai un tour, comme j'ai dit, je ferai une autre vidéo sur toutes les classes pour expliquer comment elles passent. Il n'y a pas des classes qui sont vraiment très en dessous. En tout cas, pas de ce que j'ai vu. C'est juste, il y a une compo que je trouve un peu plus opti.
Alors, on n'a pas gagné de talent. Hop, donc bah on est bon, on va repartir en donjon. Alors, ce qu'on peut faire, donc là, c'est des trucs où on va récupérer donc soit des pièces, soit des objets. Il y a les histoires de quêtes qui sont un peu aléatoires, parce qu'en gros, ça va souvent vous demander de faire un choix, et globalement, en fait, le bon choix, c'est souvent le choix que vous avez par rapport à l'un des personnages de votre équipe, sauf que si dans votre équipe vous n'avez pas le bon personnage, bah ce choix il saute, vous pouvez pas le faire, et donc c'est sympa, mais sans plus, les quêtes sont sans plus. Moi je vais partir parce que j'aime bien, voilà, c'est la stèle qui ici, qui donne soit 100% d'XP à vos mobs, soit 100% d'XP à Iratus, donc pour booster et accélérer notre équipe ou Iratus, c'est quand même vachement bien, donc hop, on va partir par là, ah oui, toujours sélectionner avant. Hop, on récupère 21 pièces. On sait qu'on pourra faire un autre immeuble normalement, enfin un autre bâtiment au prochain tour. Et voilà. Ok, donc on est à peu près à la même l'équipe. Donc on a vu là au niveau des humains. On a lui qui va en gros mettre un peu de malus, faire un peu de dégâts. Les humains sont, les premiers humains là, les ouvriers sont pas non plus très importants. On a lui qui fait des dégâts, lui qui va aussi en faire pas mal, il me semble, mais sur une cible. Voilà, on est parti, on va tranquillement attaquer. Hop. Bien sûr, celui qui buff va souvent nous embêter, donc on va commencer par lui tout simplement. Est-ce que j'ai besoin? Hop, on va... Un petit peu comme ça. On est content quand ils veulent attaquer le spectre. Hop, on va repartir sur un peu de stress pour ces deux-là. Ouais, je vous ai dit c'est un tank, mais vous avez vu, il fait assez mal quand même. Voilà. Les postures. Ah, ça tombe bien. Donc, les personnages vont se mettre dans une certaine posture, et donc ça va... En gros, ils font rien ce tour-ci, mais jusqu'à ce qu'ils rejouent, ils vont faire une action en fonction de la posture choisie. Donc là, inflige donc beaucoup de dégâts, presque 200% de ses dégâts physiques à une cible aléatoire au début de son prochain tour. Donc là on voit que c'est un gros coup qui va faire mal. Potentiellement ce qu'on peut avoir comme posture c'est une grosse AOE. On a des trucs qui vont être gênants style heal tous ses copains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le truc peut-être gênant, mais ça je l'ai vu que à la toute fin, au 5e étage, c'est inflige des dégâts à chacun de nos serviteurs quand ils finissent leur tour. Donc, globalement, il met ça, et il va attaquer 4 fois pendant le tour si on lui enlève pas sa posture, parce que nos serviteurs, forcément, ils vont faire un tour chacun. Donc, hop, on a tout de suite ça, et on le met. Et du coup, ça s'est enlevé, voilà, globalement, là, il a perdu un tour, ça lui a servi à rien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que cette compétence-là, on peut l'améliorer ici pour qu'elle ignore les auspices. Donc c'est une attaque de stress, donc c'est considéré comme une attaque magique. Les attaques magiques sont contrées par les auspices, et voilà, on a certaines compétences, certaines améliorations de compétences qui vont justement ignorer les auspices ou les parades, et donc du coup ce sort est absolument broken, je trouve, extrêmement important, vous en avez besoin. C'est voilà, quand je vous parlais de groupe opti, vraiment, je trouve que le personnage absolument important, c'est l'épouse d'Iratus, juste pour ce sort-là. Parce que les postures font vraiment, vraiment très mal dans ce jeu. Et c'est une mécanique extrêmement importante. Alors, lui, hop, on va continuer à jouer sur le stress.
Là, on joue sur le stress, je pourrais très bien full focus dégâts magiques et physiques, mais bon, on voit que ça fonctionne. Là, chance de fuite augmentée de 20%. Avant le début du tour, inflige à ses alliés des dégâts de stress. Parfois, ça va être aussi s'auto-inflige 40% de ses PV en dégâts. Voilà. Le stress, c'est très bon, mais bien sûr, là, plus on va monter, bah, plus... comment dire, les points de stress, les points de santé mentale vont être élevés, et sur la fin, sur la toute fin de jeu, si vous voulez vraiment descendre les personnages en démence, il va vous falloir une équipe opti anti-santé mentale, ce qui peut être très très fun à jouer d'ailleurs. Ça marche pas sur tous les mobs, mais globalement, voilà, si vous avez une équipe comme ça, ça peut être très cool à jouer et ça fonctionne très bien. Mais il vous faut aussi des dégâts, parce que si vous avez par exemple le truc rage, la démence rage, en gros il fait plus, le mob fait plus de dégâts mais en prend plus, sauf que du coup si vous n'avez pas des monstres à vous qui vont pouvoir le taper, bah en gros il est presque buffé d'une certaine façon, donc voilà. Alors ça, un ultime qui est sympa, une attaque de zone, mais hop, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je continue sur la santé mentale? Ouais, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir une petite crise cardiaque? Puisqu'il y a ça aussi, on peut tuer les ennemis via une crise cardiaque. Quand ils sont à 0 comme ça, chaque point de stress leur donne potentiellement la mort, tout simplement, où il se prend full... il meurt, je sais pas ce que je veux dire, mais il meurt tout simplement, il perd 100% de ses PV, et voilà. Alors lui, il a une petite attaque de stress, mais c'est seulement un ultime. On va commencer à le faire attaquer. Hop. Allez. Voilà, ils sont tous les deux à 0, ils ont tous les deux une malédiction, donc lui il a eu trahison, c'est très bien, donc ils peuvent mourir à chacun de leur tour. Là. Et voilà, là on voit ce qui s'est passé. Crise cardiaque. Voilà, là très important, les petits cerveaux qu'on a, ça nous permet de soit, comme je vous ai dit, de monter de niveau. Personnellement, je préfère les garder. Au cas où, si j'ai un personnage qui meurt, je peux en recréer un autre avec un niveau équivalent souvent. Donc voilà, ensuite chacun sa méthode, c'est comme ça que je fais. Là on voit que notre loup-garou s'est entièrement soigné, on a eu des pièces en plus, et voilà. Hop. Je vais retourner vite fait dans la morgue, on va faire ça. Et donc voilà, ici, hop, on a monté de niveau, et bah du coup on peut augmenter les stats, donc lui, bah, on aime bien qu'il augmente l'armure, lui il fait des dégâts d'effroi, donc du coup, hop, on augmente ses dégâts d'effroi, et elle, bah on peut soit augmenter les coups critiques, soit les dégâts tout court, ou les points de vie, peu importe, je dirais, ça ensuite c'est votre façon de voir votre jeu. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, ce truc donne seulement des pourcentages, ça fait déjà une bonne vidéo, vous avez vu le début du jeu, ce qu'il est, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, etc. Je ferai des vidéos peut-être un peu différentes, des vidéos beaucoup plus courtes, où je ferai peut-être juste un combat, quand il y aura un combat particulier, par exemple un combat élite, pour savoir qu'est-ce qu'il faut focus exactement, ça pourrait être intéressant, et pour chacun des étages, mais je vais pas tout faire, ça ferait des très longues vidéos comme j'avais fait avec Darkest Dungeon d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine tout simplement, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas comme d'habitude à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Je vous dis ciao.